Avec Gilles Trignard Résidence, vous êtes confortablement installé pour regarder Si on parlait. Bienvenue à tous, ravi de rester avec vous pendant une demi-heure sur notre antenne locale, à la fois bien ancrée dans le patrimoine et qui s'envole par-delà le monde, avec le monde à part des champignons qui régalent les cueilleurs en cet automne prolifique. Mais notre spécialiste nous invite d'abord à les observer pour les préserver, avec un produit aussi précieux que leur pur fruit du travail des abeilles, accompagné sans relâche par deux passionnés dans le Trièves, et avec la promesse d'un voyage vers des contrées qui semblent irréelles, vers des populations lointaines qu'on semble avoir toujours connues, la douceur du monde captée par une photographe installée à Grenoble. Bienvenue Suzanne. Bonjour. On prononce Suzanne, hein? Suzanne, oui, à la française. À la française, Suzanne Porter. C'est ça. Hein, vous êtes photojournaliste, photographe du monde et vous venez d'ouvrir votre galerie comme un lieu à part, un tiers-lieu presque comme on dit, un lieu d'échange et de rencontre à Grenoble qu'on va découvrir dans un petit instant. Jean-Michel, bonsoir. Bonsoir. Alors vous vous appelez Jean-Michel Ruche Et oui, et vous êtes apiculteur. apiculteur. On garde le suspense, on va savoir si c'était fait exprès, si c'est votre vrai nom, mais on va surtout savoir les secrets de votre savoir-faire familial très reconnu sur ce territoire et sur ce terroir d'ailleurs. Et bonsoir Richard Gonzalez. Bonsoir Lucille. Alors tout va bien ? Tout va bien. On a déjà fait la blague sur votre plume l'an passé, vous qui êtes à la fois journaliste et passionné par les oiseaux. Voilà, mais vous êtes notre consultant champignon, diplômé en mycologie à l'Université de Lille, journaliste, rédacteur en chef de Champignons Magazine. Oui. Votre grande passion, c'est les champignons. Elle grandit d'année en année. Comme c'est un monde à part, Elle se nourrit. elle se nourrit. Elle se nourrit d'elle-même. C'est un univers, c'est infini. Impitoyable parfois. C'est vrai, de plus en plus. Oui, avec le nombre d'intoxications qui augmente énormément. Ah, alors vous allez Chaque tout année. nous dire justement sur ce baromètre champignon qui comprend malheureusement aussi le nombre des intoxications. Vous avez élu domicile dans le Trièves, pas très loin de... On n'est pas loin. Voilà, des miels de ruche. Et vous parcourez toujours les forêts avec les yeux d'un enfant qui ouvre une pochette surprise presque. C'est ça, une balade aux champignons d'abord ? La balade, une balade forestière, c'est effectivement une course au trésor. Et les trésors ne manquent pas. Encore faudrait-il, cette année, apporter quelques nuances. J'ai envie de dire que les mêmes causes produisent les mêmes effets par rapport à l'an passé. 2022 avait été particulièrement sec. On a en 2023 aussi une année très sèche, avec une chaleur qui se prolonge et qui, du coup, nous propose des champignons qui ont du mal à pousser, à part une espèce, qui est vraiment Qui est tout petit. le champignon roi. Voilà. C'est le cep de Bordeaux. Bien devant vous, Richard, je ne sais pas si on peut bien le voir comme ça. Ça, c'est un gros cep de Bordeaux, ça. C'est un gros cep de Bordeaux qui est déjà un peu véreux. Mais il y a Pardon pour aussi le micro. des petits cèpes, un peu bouchons de champagne. Il y en a un voilà, qui est un peu plus ferme et qui celui-là, se prête davantage à la dégustation. Ce qui veut dire, pardon, mais que Oui. sur une balade aux champignons, on ne sait jamais, comme Forrest Gump, sur quoi on va tomber, comme une boîte de chocolat. C'est vrai. Aujourd'hui, il peut y avoir aussi des mauvaises surprises, donc. C'est-à-dire qu'il y en a qui manquent à l'appel. Pour la deuxième année consécutive, effectivement, on a très peu de girolles. On a eu une poussée au début du mois d'août, dans les forêts de Beldonne, et on n'a plus rien depuis parce qu'il fait trop sec. Il y a des champignons qui ont une exigence écologique particulière, et les étés trop secs, malheureusement, ne conviennent pas à beaucoup d'entre eux. Le cep échappe à la règle parce qu'il a besoin simplement d'un choc thermique. C'est-à-dire qu'il peut se contenter d'une grande période de sécheresse. Il suffit d'un orage particulièrement carabiné à un moment donné pour déclencher les pousses. Et c'est ce qu'on observe cette année. Il a eu lieu début septembre à peu près. La pousse a commencé vers le 12 septembre et elle se prolonge. On a pensé qu'elle serait une pousse éclair, mais non. Il y a toujours énormément de cèpes de Bordeaux dans les forêts de Beldonne en particulier. Ce qui veut dire que le rôle messager du champignon, c'est le même que l'an passé. C'est-à-dire, il se répète, c'est que... Il y a des espèces qui sont donc absentes du tableau de cette année.
Il y a eu quelques girolles quand même. Il y a eu quelques girolles. Alors, il faut distinguer plusieurs espèces de girolles. On va rentrer un petit peu dans oui, dans allons-y, le on est là détail, pour si ça. vous voulez bien. Il y a plusieurs espèces de girolles. Il y a une girolle qui s'appelle la girolle pruineuse, qui apparaît, elle, dès la fin mai, début juin. La girolle pruineuse. Pruineuse. Qui est une girolle assez massive, avec une chair un peu assez dense et une couleur plus pâle que la girolle que l'on trouve plus tard dans les forêts de Belledonne. La girolle pruineuse, elle est apparue de manière assez conséquente début juillet dans nos forêts. Et elle a très vite disparu sans laisser place à l'autre girolle, la girolle comestible, la girolle commune, celle qui est d'une couleur plus jaune et qui pousse dans les pessières, dans les forêts d'épicéas de montagne. Les pessières. Les pessières. Les pessières. On a les sapinières, on a pour les sapins, et on a les pessières pour les épicéas. Ça vous parle, ça, hein? Vous connaissez ce langage. D'accord. Les pessières et les sapinières. Et connaître les champignons, ouais. Excusez-moi, nécessite de bien connaître les arbres, puisque 80% d'entre eux sont rattachés aux arbres. Oui, et connaître les champignons, c'est aussi connaître la forêt et connaître le rôle des champignons dans la forêt. C'est aussi ça. C'est presque pour ça aussi que vous militez, avec beaucoup de douceur, bien sûr, mais plus que d'aller... Disons que le champignon est un baromètre du temps qu'il fait et du climat qui évolue. On a des espèces qui tendent à disparaître. Je parlais de la girolle qui n'est pas réapparue en masse depuis 2 ou 3 ans à cause de ces étés trop secs. On a d'autres espèces qui tardent aussi à pousser, comme le pied de mouton. La trompette chanterelle non plus, on n'en a pas beaucoup. J'ai réussi à en trouver quelques-unes dans les forêts du Trièves avant-hier. Voilà ce qu'il en est, c'est tout petit, ça pousse pas. Alors là, on est en train de voir une très belle amanite tumouche, et ça, c'est une petite trompette, ça. Elle n'aura pas eu le temps de pousser parce qu'elle aura séché sur pied. D'accord. Ce qui veut dire que le message que chuchotent les champignons aujourd'hui, c'est un cri pourtant. C'est un cri qui vient de l'intérieur, je ne sais pas. En tout cas, il faut préserver effectivement nos forêts, il faut être attentif au climat, si l'on veut demain encore avoir des champignons dans nos forêts. En même temps, tout évolue, donc le règne fongique, le règne des champignons nous offre de belles surprises. On a des champignons plutôt méridionaux, on va dire, inféodés au bassin méditerranéen, qu'on voit maintenant remonter dans le nord de la France. Il y a une très belle amanite, l'amanite des Césars, l'oronge, qui poussait historiquement autour du bassin méditerranéen et qu'on voit maintenant remonter chaque été un peu plus haut. On a fait des merveilleuses cueillettes en Haute-Savoie et même beaucoup plus au nord, du côté de la Meuse ou dans le centre de la France. Mais comme vous le répétez aussi, connaître les champignons, c'est connaître les arbres. On ne plante pas n'importe quoi, n'importe où. On ne plante pas n'importe quoi, n'importe où. On tente à remplacer nos chênes dans le Morvan par le pin Douglas. Et sous le pin Douglas, il n'y a rien du tout qui pousse. Ou des eucalyptus, parce que c'est beau et ça sent bon. L'eucalyptus, c'est pire. C'est pire. C'est pas nos forêts. Non, c'est pas nos forêts, c'est pas notre terrain. Les champignons, en tout cas, jusqu'à aujourd'hui, n'ont pas réussi à s'adapter à ces espèces qu'on essaie d'implanter. Donc une surprise, c'est déjà d'en découvrir un. Ce qui est encore mieux, c'est de connaître son nom, et ce n'est pas nécessairement de remplir son panier. Vous les aimez, vous les dégustez, vous les observez d'abord, puisque c'est un univers absolument passionnant. Et on peut vous suivre, vous organisez des randomicos, c'est ça? C'est rigolo comme nom. J'ai lancé ça effectivement cet automne, où je propose donc à un groupe de me suivre en forêt pour aller découvrir les champignons. Et découvrir, ça veut dire apprendre les à distinguer croquer. les espèces comestibles des espèces toxiques, sachant que majoritairement les champignons, dans leur immense majorité, n'ont aucune valeur culinaire. On dénombre à peu près 28 000 espèces de champignons en France. Il y en a à peu près 200 qui sont comestibles. Et on va dire à peu près une cinquantaine de toxiques, voire mortels. Qu'il faut absolument connaître si l'on veut éviter les empoisonnements. Et faire ces balades, ça vous apprenez à les reconnaître et à avoir aussi un comportement adapté, c'est-à-dire on ne marche pas n'importe où, on n'écrase pas, on y va doucement, on peut sentir, on peut croquer sans tomber dans les pommes. Déjà au départ, il faut être attentif à là où on va, c'est-à-dire que les forêts dans leur grande majorité sont privées, à 75% en France. Donc on est attentif à préserver la forêt qui ne nous appartient pas. De préférence, on ira sur des forêts plutôt communales ou domaniales, où là, on peut effectivement bagnoder à notre guise. Et puis, non pas dans les pâturages, mais dans les forêts.
Les pâturages Voilà. peuvent offrir aussi aussi. de jolies surprises. On a le rosé des prés qui est comestible, on a le mousseron, le faux mousseron qui est tout à fait comestible aussi, et avec aussi un cortège d'espèces toxiques qu'il faut apprendre à connaître. Donc on peut baguenauder sans nier des espèces qui sont pourtant très intéressantes et pas seulement au nom du parnier garni. Chaque année, malheureusement, de plus en plus d'intoxications. C'est ce qu'on disait presque en préambule. Il y a un phénomène qui est donc boosté par les réseaux sociaux qui consiste à s'improviser cueilleur de champignons alors que énormément de personnes ne s'y connaissent absolument pas et commettent de grosses imprudences. En raison notamment des applis, c'est-à-dire que si on s'improvise cueilleur... C'est un phénomène qui vient se greffer sur l'imprudence. C'est deux phénomènes alors qui... On se fie un peu trop à son smartphone pour faire tout et n'importe quoi. La grande majorité, sinon la totalité des applications qui sont censées aujourd'hui nous aider dans la cueillette des champignons sont absolument néfastes, voire dangereuses. L'une d'entre elles, que je ne citerai pas, a été testée tout récemment et dans 86% des cas, elle s'est avérée fausse. C'est sûr, on ne peut pas la citer parce que si ça peut permettre de sauver des vies, on ne peut pas la citer. Non. Sinon, on en cite 3 et puis on fait le tri, c'est une des 3, d'accord. J'ai pas envie d'avoir. Donc ne pas se fier, pas se fier à ces applications qui sont extrêmement hasardeuses et qui ne sont pas précises. Il faut faire confiance à des gens du terrain qui s'y connaissent, qui arpentent la forêt toute l'année et qui ont appris à découvrir et donc à aimer ces champignons. On peut aussi se rapprocher de la Société mycologique du Dauphiné qui organise tous les lundis soirs de 19h30 à 21h des identifications de vos cueillettes du week-end. Et gratuitement. Plus nécessairement, alors le métier de pharmacien, c'est un métier très difficile et de plus en plus aussi. Auparavant, on allait apporter nos champignons à la pharmacie, aux pharmaciens. La mycologie est devenue une option tout à fait facultative dans le cursus pédagogique des pharmaciens. Et de moins en moins de pharmaciens s'intéressent à la mycologie, malheureusement. Certains oui aussi, et d'autres non, il faut savoir. C'est même pas la peine d'aller les solliciter. Il y a des livres, d'excellents livres d'auteurs réputés qui sont disponibles dans le commerce. Il y a un site formidable qui s'appelle Champignon Magazine. Il est formidable parce qu'il est beau. Il est agréable à regarder puisque les photos sont de qualité. Il y a des histoires, il y a des espèces, il y a des rencontres. Avec des passionnés. Voilà, Champignon Magazine, c'est aussi une des solutions, en tout cas pour comprendre la démarche. Pour comprendre le fonctionnement et le mode de vie du champignon, qui est un être vivant d'une complexité incroyable. On n'en est vraiment qu'au tout début de la découverte de tout ce que peut nous apporter le champignon. Je dirais aussi qu'il y a beaucoup de mycologues professionnels qui passent un temps fou quand même sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook et sur Instagram, et qui viennent apporter de leur temps très précieux pour essayer de donner des informations intéressantes auprès de ceux qui se posent plein de questions sur les champignons. Bon, les réseaux sociaux ont du bon aussi, quand c'est bien utilisé. Et quand il y a des bonnes personnes au bout, effectivement. Mais malheureusement, comme je disais tout à l'heure, il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas la science infuse, qui s'improvisent mycologues, qui ne le sont pas du tout, et qui proposent, elles aussi, des mauvais conseils. Bon, ce qui est sûr, c'est que tout ceci ne va pas finir en fricassé. Non, loin s'en faut. Il y a beaucoup d'espèces toxiques ici. Mais c'est déjà une très belle photo. C'est un manite tue-mouche. Qui ne tue que les mouches, puisqu'elle ne tue même pas les mouches. Puisqu'elle ne tue même pas nécessairement les humains. Donc c'est toxique et on la sent passer, mais... Elle est toxique. Après, il y a des intolérances qui sont tout à fait subjectives. Il y a des personnes qui ne supportent pas le cèpe ou la girole. Hein, mais il ne faut pas y... Voilà, donc il y a une prudence aussi à observer à ce niveau-là. Il y a une amanite phalloïde. Il y a des intolérances personnelles. Ici, il y a une amanite phalloïde en très mauvais état. Oui, parce qu'elle n'est pas verte, elle est un peu blanc-vert. Habituellement, elle est vert-olive. Ici, elle est devenue brune. et c'est la plus grosse tueuse de nos forêts. Je vous laisse vous laver les mains, parce qu'il ne faut pas... Il n'y a aucun risque. Il faut 20 grammes d'un champignon toxique pour en ressentir les effets. D'accord. Ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut peut-être préciser. Si par mégarde, vous avez un champignon toxique dans votre panier, constitué pour la plupart de champignons comestibles, vous n'allez pas jeter toute votre cueillette. Non. Il n'y a pas de contamination de champignon à champignon. D'accord.
Merci pour tous ces conseils encore une fois et Mais je vous en prie. restez prudent, on peut aller se balader. Le mieux encore, Prudence c'est et de orientez-vous vers les bonnes personnes. Voilà. Et au moins, on les regarde et on les sent et c'est déjà un beau début, c'est une belle promesse d'une belle balade. Le rythme de la nature, les cycles, les espèces, ça vous parle? Eh oui, oui, oui. Eh oui, forcément. On y va? On va faire votre rencontre dans le Trièves. Tout de suite, vous êtes une pépite du Trièves. On va savoir pourquoi. Une pépite, parce que tout à l'heure, j'ai parlé de cet or pur et jaune produit par les abeilles. C'est un pléonasme chez vous, mais vous n'avez pas le choix. Miel de ruche. Le miel de ruche, bien sûr, sauf que c'est votre nom. Et oui, ça fait déjà la 3e génération. Mon grand-père était apiculteur, mon père aussi professionnel, et j'ai suivi aussi, voilà. Et le nom était tout trouvé, hein, c'était facile. Hein. Oui, bien sûr. Alors ça peut prêter à sourire et finalement, c'est pour ça peut-être qu'il était apiculteur, votre grand-père. Il s'est dit, allez, j'ai pas le choix, si je m'appelle Ruche. Il y en a plein qui nous font des réflexions sur les marchés. Vous avez oublié vous avez oublié le... Mais non, c'est notre nom. Plus maintenant, puisqu'on va justement rendre hommage aussi à votre travail. Vous êtes installé donc dans le Trièves. Alors, je crois que le siège est à Sinard. Saint-Michel. Voilà. On est à Sinard, exactement. Voilà. On s'est installé il y a 4 ans. On a construit notre mielerie à Sinard. Voilà. Très bien. Ça fait 9-10 ans que je fais de l'apiculture. Et votre grand-père, lui, il n'était pas professionnel? Non, pas professionnel, non. Il était dans le Doubs, dans le Haut-Doubs. Voilà, exactement. Et alors, justement, l'Isère est le premier territoire apicole de France. Oui, il y en a énormément, ouais. Avec, je crois qu'il y a 2700 apiculteurs déclarés, beaucoup plus si on compte les particuliers. Oui, il y en a énormément. Ouais, il y a énormément d'amateurs aussi. Ouais. Et ça tient aussi à la diversité du territoire. On a à la fois de la forêt, de la campagne, des ruches urbaines aussi. Il y a une grande... Oui, il y avait une grande mode là. Je ne sais pas si ça continue. Déjà... C'est toujours bénéfique, toujours bien. C'est pour les populations des abeilles. Vous, en tout cas, vous êtes pas loin du lac de Monténard. On le voit apparaître là-bas. Les caractéristiques de ce territoire, qu'est-ce qu'on peut trouver, qu'est-ce qu'on peut produire? En fait, moi, c'est quand même de l'apiculture de montagne. Donc, ça reste une flore de montagne très large. On a la chance d'avoir un territoire dans le Trièves où il y a énormément d'agriculteurs qui se convertissent au bio. Donc, j'ai la chance... C'est une chance de ne pas avoir trop de grandes cultures aussi traitées. À proximité. Voilà, oui. Mais au-delà de ça, il y a énormément quand même de cultures de blé. La farine du Trièves est reconnue. Ça, c'est vous et votre père. Hein, ouais, voilà. Qui vous a... Et ça, donc, c'est dernièrement, on a planté de la lavande aussi. Voilà. Oui, puisque vous faites aussi du miel de lavande, mais... Ouais, le miel de lavande, il faudrait beaucoup d'hectares. Ouais. Là, c'était plutôt pour aider les colonies d'abeilles. Voilà. Parce qu'on manque de ressources, on manque énormément de ressources mellifères, surtout en montagne, voilà, où c'est un peu plus court et condensé, nous. En général, vous voulez dire pour les ressources mellifères ici? Ah, oui. Partout, globalement, on manque de ressources. Oui. Comment est-ce que ça s'explique? Ça s'explique par les multiples facteurs, hein, le dérèglement climatique, les traitements fongicides, les traitements, tous les divers traitements. Hein. On parle aussi, entre guillemets, de l'artificialisation des sols. Il y a ça aussi, oui. Bon, après, dans le Trièves, on est un peu quand même loin de ça. Oui, un petit peu protégé. Voilà. Mais d'où aussi cette multiplication des ruches urbaines, des ruchers urbains. Oui. Et cette agriculture urbaine qui gagne et qui essaye aussi de préserver autant que possible ses ressources. C'est une activité qui est courageuse, c'est physique, ça prend du temps. Il faut beaucoup de vigilance aussi. Ne rien laisser au hasard. Oui, on a surtout la partie maladie, surtout le varroa, surtout en ce moment le frelon asiatique qui arrive. On a plein de choses qui arrivent. On a le dérèglement climatique qui fait qu'on a des périodes de sécheresse qui arrivent n'importe quand, ou alors trop de pluie à un moment donné. Et qu'est-ce que ça provoque chez l'abeille, justement? C'est qu'elle a trop chaud ou trop froid, brutalement? Oui, elle a trop chaud, mais surtout, elle n'a rien à manger. Il n'y a plus de nectar, il n'y a plus rien. Ou alors elle cherche de l'eau de partout, là on n'a pas. Et le froid est un peu moins problématique, mais sauf au printemps. Sauf quand il y a trop de pluie, et qu'on n'a pas de fleurs, où les fleurs sont complètement lavées par la pluie, quoi. C'est ça le problème. Mais bon, le problème majeur pour l'instant, c'est encore le varroa et le frelon asiatique qui monte énormément. Ouais. Donc ça, ce sont les problèmes environnementaux. Et parfois, il y a des problèmes mécaniques, voire dramatiques, en ce qui vous concerne. Votre exploitation a été touchée par un incendie. C'est ça. Il y a
3 mois de ça, donc ça a pris feu. On a perdu tout le au système début de d'exploitation au Ouais. début de l'été, voilà. Heureusement, on avait encore les ruches, enfin, on n'a pas toutes les ruches au même endroit et on a pu récolter un petit peu quand même. Ça veut dire que vous avez eu des stocks qui ont été J'ai eu perdus. oui, une belle perte de stock, voilà, ouais. Et ouais, Et oui. on se Donc, remet tout doucement. ouais, il faut s'armer de courage. Vous êtes pourtant aussi très réputé. Vous n'êtes pas très grand. Vous ne produisez pas à outrance. Non, C'est non, non. Bah, on va dire une exploitation à taille humaine. Oui, oui, enfin, on est quand même 2 sur l'exploitation, mais on a envie quand même de grossir. Mhm. Voilà. J'ai envie de produire aussi d'autres miels parce que les gens me demandent automatiquement d'autres miels. Par exemple, le miel de sapin que je transhume, je vais dans les Vosges, ou le miel de lavande, je vais au plus près, je vais dans le Diois. Et alors, ces sapins, justement, puisqu'on est en territoire montagnard, pourquoi est-ce qu'on doit transhumer pour Eh ben, le produire sapin, du miel de sapin? ça fonctionne pas ici. Moi, je n'y arrive pas. Alors, il y a plusieurs facteurs. Il faudrait qu'il y ait beaucoup de sapins pectinés, avec des pucerons noirs, des pucerons rouges, et avoir. C'est vrai qu'il faut qu'il fasse chaud en même temps. Il faut qu'il y ait une période où il fasse chaud. Ouais. D'accord, donc ce ne sont pas nos sapins, ce sont vos sapins dans les Vosges. Ouais. Et je crois que tous les sapins aussi ne donnent pas, Eh ben non. ne permettent pas Non, c'est de le sapin produire du miel. pectiné, ouais. C'est D'accord, reconnu. très bien. Donc vous, ce que vous produisez, c'est sapins, c'est tilleul. Tilleul, oui. Alors le tilleul, ça marche. Ça, c'est dans le trièvre. Le tilleul fonctionne, oui, dans le trièvre. L'acacia aussi fonctionne, mais il faut un printemps chaud et pas de gelée tardive, quoi. Oui. Voilà. Alors moi, je suis en montagne et dès qu'on voilà, Ça je suis à arrive. 800 mètres, 900 mètres, enfin, j'ai toujours du mal. Mhm. Et puis donc des variétés qu'on connaît. Oui, du miel de fleurs, mais qui sera du de fleurs de montagne. Et puis le tilleul fonctionne toujours, voilà. Alors là, vous en avez apporté Oui, quelques-uns. Il faut, bah oui, tant qu'à faire aller. Alors quand on est un petit peu, pris, qu'est-ce que Il y a tous les miels. Allez, tilleul. Je veux bien Tous les miels. tester le tilleul. Qui sera très bon pour. Pendant que, oui, tout à c'est un fait, bon sédatif. tout à fait. Ah bon, ah bah allez. Reconnu pour. Je vais essayer quand même de tenir parce qu'on a en plus une belle rencontre avec Suzanne qui nous attend. Donc hop, voilà. Et puis je vais vous le, hop, voilà. Ça c'est pour le tilleul. Attention, il y a des petites touillettes là à côté. Non, c'est vrai que c'est de saison et que ça fait, hop, là je suis en train d'en mettre de partout, mais c'est pas grave. Il est un petit peu fluide. Hein. Oh, ah Oui. oui, si, il est très très bon. Il est très très bon, effectivement. Et ce qui veut dire qu'avec Fanny, qui vous accompagne dans cette exploitation, il faut aussi se diversifier, c'est-à-dire proposer aussi des produits qui ne soient pas que des produits à base, enfin, des produits à base de miel, mais pas que des pots de miel. Oui, oui, oui. Enfin, on fait un peu de transformation alimentaire et cosmétique, voilà. Cosmétiques. Des c'est-à-dire savons, des baumes. Voilà, on utilise la cire, majoritairement qu'on récupère et. Des savons, peut-être. Des savons. Oui, des on savons, beaucoup savons. de savons au miel, Oui, ouais. oui, savon miel. Alors voilà, on va patienter avant la fin de l'émission parce qu'en fait, on a envie de finir tous vos pots de miel là, ici, comme des ours. L'apiculture, il faut aussi le dire, beaucoup se lancent sans nécessairement connaître. D'autres connaissent également et travaillent énormément toute l'année. Pardon. Oui, les apiculteurs. On s'improvise aussi apiculteur, Ah oui, 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 c'est-à-dire, oui. c'est. Mais faut quand même se former avant. Il faut passer quand même. Faut en ouvrir des ruches. Il y a le syndicat apicole il y en a 2 syndicats apicoles à Grenoble qui proposent des formations où faut des fois contacter surtout les apiculteurs professionnels qui peuvent aussi faire des petites formations. J'en ai fait, je peux en faire. Pour vous, c'est un métier, c'est sûr, et c'est une activité qui se développe pour notre plus grand plaisir, parce qu'il est absolument délicieux, ce miel, décidément. Mais il faut rappeler aussi que si on veut une ruche, beaucoup essayent. Toute l'année, il faut s'en occuper. Toute l'année, il faut veiller. Il faut enfumer. Il faut donner à manger aussi. Oui, c'est vrai. Enfin, aussi, c'est regrettable, mais bon, on est quand même obligé de les nourrir un petit peu de temps en temps. On est obligé de substituer, c'est pas possible. Enfin, surtout en étant apiculteur professionnel, c'est quand même difficile de ne pas nourrir. Et avec des produits à base de miel ou avec du glucose aussi un petit peu. Les deux, oui, on peut faire les deux. L'idéal, ça serait le miel de respecter, mais on est obligé de quand même prendre majoritairement du sirop. Voilà. Autant que possible. Mais c'est à ça qu'on reconnaît vos pots de miel aux pots de miel du De supermarché. toute manière, le nourrissement ne se fait hors période de mielée, ça se fait que l'hiver. Voilà.
Et ils sont de plus en plus coupés, comme on le dit aussi, les miels dans le commerce, certaines enquêtes. Je sais vous, pas, vous moi, parlez ça. que de ce que vous J'en savez sais faire. pas. Mais au goût, On me demande toujours, est-ce que tu as déjà goûté du miel coupé? Je sais pas, je n'ai jamais goûté, moi. mais c'est vrai qu'un miel qui a un Je goût de sais pas. sucre en Je grande sais pas, surface. mais quand on voit les reportages, il paraît qu'on n'arrive pas à faire la différence. Donc, Ah bon? certains miels, ouais, ils disent que c'est difficile de faire la différence au goût. Richard, peut-être, qui est un amateur de Moi, miel. j'avais une question à poser à Monsieur Ruche. C'est est-ce que vous avez déjà constaté la présence de morilles à côté de vos ruches? Non, c'est dommage. C'est le cas de certaines exploitations apicoles que je connais. La morille Ah ouais. étant un champignon qui aime beaucoup le sucre. D'accord. Donc, à suivre peut-être. Mais de il votre faudrait qu'il y ait côté. des petits bosquets ou non? Il faut la présence Un peu d'arbres d'humidité. pas loin, genre chêne, frêne. Parce que bon, l'humidité, les abeilles n'aiment pas, donc automatiquement, on les met toujours aux endroits où il fait quand même relativement chaud. Voilà, on met pas. D'accord. Je pense qu'il faut un peu d'humidité, ouais. Un peu d'humidité. Mais je regarderai quand ça, même. c'est sûr. Ouais. Soyez attentifs au mois d'avril. Voilà, je crois que vous êtes un très très grand amateur de morilles. Mais pour le rappeler aussi, déjà, il y a vraiment ce bonheur de cette récolte. Quand on fait soi-même, quand on essaye de cultiver son miel, pour vous, ça doit être un grand bonheur aussi de tirer ses hausses pleines toujours. Chaque extraction, c'est toujours plaisant. Hein. Et Moi, j'adore ça, ouais. avec des surprises, parfois les arômes ne sont pas nécessairement les mêmes, les parfums. Oui, en fait, de toute manière, le meilleur miel, c'est celui qu'on découpe dans le cadre. Hein. Comme ce que mangeait mon grand-père. Hein. C'est le miel qu'on appelle le miel en barre coupé dans le cadre. Hein. C'est ça le meilleur. Hein. Et oui, et on peut venir le découvrir aussi, votre miel. Ça, ce sont des particuliers aussi. On peut aussi s'équiper. Mais vous faites aussi beaucoup de pédagogie. Vous allez pouvoir accueillir du public? J'espère dans 5-6 mois, oui, parce qu'on a le projet quand même d'accueillir des écoles, de faire notre tour, oui, on adore ça, oui. Surtout ma conjointe a le plaisir de faire ça, oui. Il faut du courage pour tout faire, décidément. Oui. Et surtout que vous fournissez des grands restaurants. Donc ça, Oui. c'est un sacré gage de qualité aussi. La Maison Haribert. Oui, Notamment depuis de nombreuses années, oui, c'était 2 un des étoiles, premiers au clients Michelin, ouais. oui, qui nous a fait confiance. Mhm. Et le bouillon A, voilà. De Christophe Haribert également, Voilà, pareil. et sa famille, oui. Eh bien, je comprends. Et on cautionne, nous, à Télé Grenoble aussi, si on peut avoir un petit coup de cœur. Vous avez vos adresses respectives, hein, puisque vous n'habitez pas loin. Donc, échange de miel, Maury. Ce qui est intéressant, c'est ces balades, là, oui, c'est super bien. Je pense que ça va être rempli. Hein. Oui, ça marche. Ouais, ça va être rempli. Exactement. Pourvu que vous remplissiez vos pots aussi et de belle manière. Merci beaucoup pour nous avoir fait. Votre préféré, vous, c'est quoi? C'est une question de perso, tilleul. hein, mais... Le tilleul. Ouais, les égouts mentholés. D'accord, ça c'est pour Richard. Moi j'adore le tout de fleur, j'avoue. Mais alors pour avoir goûté le lavande, vous avez le crémeux et le liquide. Bravo à vous. On se retrouve en fin d'émission. Tout de suite, on a un voyage à faire avec Suzanne. Un voyage à Grenoble d'ailleurs. Hein, à tout de suite. Oui, pourquoi à Grenoble? Parce que Suzanne, vous avez ouvert une galerie comme une fenêtre sur le monde, dont vous captez la beauté à travers votre objectif. Donc c'est une promesse d'évasion. Vous ouvrez un espace qui porte les valeurs de la convivialité, de la tolérance aussi, et de bienveillance. Et ce lieu, il existe, il s'appelle Click. Mais d'abord, on voulait faire votre connaissance. Suzanne Porter, vous êtes anglaise? Vous êtes française? Vous êtes les deux? Maintenant, les deux, en fait, oui. D'origine, je suis anglaise et française d'adoption. Et vous êtes photographe, photojournaliste, photographe. Vous faites encore les deux? Je suis toujours photographe. Je ne crois pas que je peux arrêter ça. C'est moi un photographe, mais je travaille un peu. Avant, je voyageais beaucoup dans le monde. Je fais que voyager. Et depuis que je suis à Grenoble, j'ai arrêté de voyager. Je fais moins de photos moi-même. Ouais. Parce qu'on voyage partout à Grenoble. Oui, Ça, oui. voilà, c'est pas besoin de partir voyager, mais quand même, lorsqu'on voit votre travail, il est absolument saisissant. On a l'impression que vous montrez le monde tel qu'on aimerait qu'il soit, en fait, plutôt que tel qu'il est, avec un sentiment, une sensation de paix, vraiment, de sérénité. Tout est apaisé, tout est lent. Il y a aussi cette lenteur, comme le rythme des choses simples. Est-ce que c'est comme ça que vous les voyez et que vous les avez vraiment vus? Mais c'est très gentil de dire ça. J'ai jamais pensé comme ça, mais oui, c'est vrai quand je regarde. Mais je crois, je suis quelqu'un de très positif. Et même quand je voyageais dans les pays qui étaient
un peu difficile. En fait, je travaille pour les ONG comme photographe, les ONG, sur le projet humanitaire. Ah oui, et ça se voit et ça se sent. Pendant 10 ans. Et j'étais toujours choisie pour les projets de développement. Moi, je voulais faire les guerres ou les désastres et tout ça. Mais ils ont toujours m'envoyé pour faire des projets de développement. Et je crois que c'est parce que j'ai cette regard un peu positive, que même si on veut communiquer quelque chose qui est un peu grave, j'essaie de mettre une vue positive sur ça. Oui. C'est un autre rôle, une autre vision. Ouais. C'est un rôle contre les guerres. Oui. Mais j'étais un peu frustrée, mais à la fin, je crois que j'avais la chance de ne pas aller à la guerre ou les désastres. Mais oui, quand même, c'était un peu difficile. Au début, j'ai fait mes études en sociologie, comme ça, pour mon premier... moi, j'ai parti voyager avant d'être photographe, en fait. L'histoire, c'est un peu drôle parce que j'ai commencé, dès que j'ai fini mes études, j'ai fait une saison de ski à Maribel, à 1h30 d'ici. Oui, on ça va. Et je fais, je ne sais pas combien des années, 10, 15 ans de voyage. J'ai vécu au Canada, en Afrique du Sud, en Nouvelle-Zélande. Et après, j'ai fini à Grenoble, à 1h30 de où j'ai commencé. Oui, oui, finalement, comment on se retrouve. C'était un peu difficile, par contre. J'ai beaucoup aimé le désert et la chaleur, mais oui. Oui, mais je suis revenue à la montagne, c'est très comme la neige, mais c'est bien. C'est très composite, comme on le disait tout à l'heure. Hein. Il y a à la fois de la montagne, de la plaine, des lacs, de la campagne, de la ville. Les animaux aussi, vous êtes l'autrice de photos assez cocasses, mais extrêmement esthétiques. Donc on imagine tout un jeu, on imagine... Vous les intégrez dans notre civilisation, en fait. Les animaux en fait partie, on ne sait plus où est le règne animal, l'humanité, c'est pareil. Ça, j'appelle l'aviz. C'est les rhinocéros amoureuses. Oui. Oui, regardez. C'est vraiment, il y a une joie, voilà, une douceur de vivre qui est extrêmement saisissante. Richard, je sais que vous photographiez beaucoup le monde également. Et pas comme ça, non. Pas comme ça. Pas comme ça, mais peut-être avec une poésie. Merci. Une poésie peut-être à laquelle vous aspirez, bien sûr. Et donc, on peut aller vous découvrir dans donc une galerie qui est un peu ce qu'on appelle aujourd'hui un tiers-lieu. C'est que ce n'est pas une galerie, photographe, absolument. C'est un lieu où je peux entrer si j'ai un petit moment et je sais qu'on va me servir un café. On va me servir des crumpets, hein, c'est ça, des shortbreads, des brownies. Alors, les brownies, c'est pas forcément pour manger des brownies, c'est parce qu'il y a un lien avec la photographie, avec Kodak notamment, c'est ça? C'est ça, oui. On peut manger un brownies et en fait... C'était le nom d'un appareil, C'était un appareil qui était produit par Kodak, oui. D'accord. Comme ça, je voulais que tout dans la galerie, il y a un lien photographique. Comme ça, même qu'est-ce qu'on mange, il y a un lien photographique. Sauf le crumpet, c'est le shortbread. Le shortbread, c'est une recette de ma mère et... Le crumpet, c'est juste parce que j'aime ça. Ça, c'est très, très bon. Oui, il faut aller se faire plaisir, bien sûr. Et découvrir, alors, non seulement vos photos du monde, mais aussi vos photos de Grenoble. Oui. Puisque vous faites aussi des parcours photographiques à Grenoble. Oui, après que j'avais fini mes balades... en fait, j'ai habité en Maroc. Et après, je suis venue à Grenoble. Et j'ai commencé de faire... avec Covid aussi, j'ai arrêté de voyager. C'était un peu difficile de continuer mon travail. Et j'étais à Grenoble et j'ai dit, mais qu'est-ce que je peux faire ici? Et j'ai commencé de faire le tour de galerie à Grenoble avec mes photos de 4 coins. Ils ont dit, c'est joli, mais en fait, on veut les photos de Grenoble. Et moi, j'ai dit, mais j'ai pas les photos de Grenoble et je fais pas les photos de montagne. Ils ont dit, mais vas-y, fais. Et comme ça, j'ai passé 1 an en train de faire les photos pendant les 4 saisons de Grenoble. Et j'appelle la collection 365 jours. Et j'imprime mes photos sur beaucoup des objets. Oui, des petits souvenirs. Des petits souvenirs, oui, c'est ça. Sur les sues verts, sur aluminium d'Iban, sur le bois local.
et sur les cartes postales. Ah, mais c'est des souvenirs originaux hein, quand on vient Ouais. ici, et notamment le garage hélicoïdal, hein, pas nécessairement Ouais, une montagne, ouais, mais ouais, aussi ouais. des très jolies œuvres. Un lieu donc, où on peut se poser, on peut venir, on peut admirer vos œuvres aussi. Vous pouvez les sortir éventuellement à la demande. Vos œuvres, ça c'est le Taj Mahal, hein, par exemple. Ah oui, Le Taj Mahal ah oui. comme on l'avait jamais vu. Mais ce n'est pas le but, ce n'est pas de vous exposer vous-même, mais de proposer des expositions de photographes auxquels vous êtes particulièrement sensible, mais on peut aussi vous voir. Oui, oui. Moi, j'ai toujours mon collection en permanence. Il y a 2 étages. Moi, je suis plutôt en haut. Dans vos Et, valises, vous ne quittez jamais, décidément. Ça, c'est un de mes premiers travaux en Afrique du Sud. Et, Mais après, oui, j'expose les autres photographes. Comme ça change chaque mois. Ça, c'est le prochain expo qui pour tout le mois de en- octobre. Ah oui, et je suis très contente parce que il s'appelle Azim Khan il gagne beaucoup de prix internationaux. Et pendant juillet, j'avais fait un concours photo dans la galerie. Et c'est lui qui a gagné le premier et le deuxième prix. Il a gagné 4 prix dans le top 20. Aucun montage, c'était vue ouvert. du ciel. Oui, oui, oui. C'était et comme ça, lui, il vient exposer dans la galerie. Et, son premier expo solo. Oui, on va pouvoir le voir ici. C'est celle qui est. Alors, à l'heure où Ouais. on enregistre, elle est encore en cours. Voilà, photographier la nuit, les montagnes, le ciel. Il n'y a pas de montage, il n'y a rien. Ça n'est que de la photo. Ouais. Tout est vrai. On dirait de l'aérographe tellement c'est saisissant. Un artiste qui s'appelle. Serge Rio. Oui, c'est ça. Serge Rio, Ouais, c'est Serge dans la Rio. galerie à ce moment jusqu'à le 16 octobre. Et, Comme ça, il y a encore quelques jours. et vue du ciel. Ça, Donc, c'est vue du ciel. Voilà. Oui, avec- c'est toutes ces photos vue du ciel. Et il va être là. Il est de Bangladesh et il va être là en présence. Il arrive dimanche, on va accrocher lundi et il va être là pendant la semaine comme ça. Je suis très, très contente. C'est absolument magnifique. Ouais. Eh bien, merci pour cette belle découverte au 5 rue Gambetta. Vous poussez C'est ça, la oui. porte et vous n'avez plus de frontières, il n'y a plus de notion de monde. Oui. Et on peut se faire plaisir déjà avec des bonnes petites choses. Et puis, je vous laisse prendre les contacts si vous voulez. Oui, Des petits ok. produits à base de miel, hein. Ça va bien marcher. Voilà, ça c'est un de nos bons plans. C'est mon bon plan à moi. Hein. Votre activité à vous tous. Vous avez les vôtres. Allez, on a encore une petite minute. Jean-Michel, on va chez Chloé, forcément. Petite épicerie. Oui, à Mélan, c'est une petite épicerie fine. Elle a travaillé chez Maison Ribert avant. Elle s'est lancée, je crois qu'elle fait un peu aussi de traiteur, il me semble. Mhm. Voilà, c'est une épicerie vraiment elle est pas bien grande, mais... C'est local. Ah oui, bah non, il y a oui, du elle fait un peu du local, mais dont les vôtres. elle fait l'extraordinaire, des choses vraiment atypiques. Ouais. Très bien, des bons produits. Et elle nous prend notre miel, voilà, évidemment. Elle est très gentille. Ok, et ben c'est à Mélan, c'est chez Chloé. Vous aviez un petit coup de cœur pour un petit coin, un petit resto, place Championnet, c'est ça? Oui, oui, le Bon Label, il fait le meilleur café. Voilà, et c'est le café que j'ai dans le café de Galerie Click. Ah, vous échangez On a un peu testé les caisses. beaucoup et c'est très, très bien. Et aussi, il fait la nourriture le petit cru, qui est une nourriture vegan et sans cuisson. D'accord. Quand on a les événements dans la galerie, c'est eux qui fait le traiteur et c'est très bon. On sait pas que la viande ça ne manque pas quand on mange ça. C'est Et- très très bon. Et voilà, et ça se développe et c'est très bien. Vous, on va lire un petit peu, Richard. Un double coup de cœur pour Ouais. celles et ceux qui apprécient de passer leur soirée à lire. 2 librairies qui sont situées dans le Trièves. L'une qui a déjà pignon sur rue, qui s'appelle La Palpitante, qui est située à Mins, qui propose un grand choix de livres. Souvent très engagé. souvent mais- engagés. Mais avec présenté avec beaucoup de beaucoup- neutralité. et beaucoup d'émotions. On sent beaucoup de plaisir et d'engagement cordial de la part des libraires qui la tiennent. Et l'autre, c'est La Petite Nouvelle, et c'est justement son nom, elle s'appelle La Nouvelle. Elle est basée donc à Monestier-de-Clermont. Ce sont 2 personnes, c'est la maman et la fille qui tiennent cette librairie qui fait aussi office de salon de thé où on peut manger un clafoutis aux fraises l'après-midi au milieu des livres et s'attarder un peu aussi dans le jardin quand il fait beau.
Parfait. Merci beaucoup, Richard, pour ce bon plan. Merci à vous tous et bravo vraiment pour vos activités. C'était un plaisir de vous découvrir et de vous faire découvrir. Et merci encore à vous tous de votre fidélité. À très vite. Vous avez profité de Si on parlait avec Gilles Trigna Résidence.